aux lectures. Donc j'avais prévenu, ce serait quand même un épisode assez court aujourd'hui. On se rôde de toute façon. Donc les tomes 8 et 9 de Chillin' Life in a Different World. Alors, pour rappel, je vais vous relire le synopsis précis. Hop. Même si en vrai je connais le synopsis. Pouf. Notige. Je suis con en plus, j'ai un raccourci sur ma droite. Enfin bref. Hop là, le manga, s'il vous plaît. Voilà. Alors à la base, c'est un light novel qui est super en avance, pour le coup, par rapport au manga. Alors il faut savoir qu'actuellement, le manga, donc c'est 9 tomes en France, 10 tomes au Japon, et le 10e tome correspond au milieu du tome 4 du light novel. Light novel qui a actuellement 17 tomes en VO. Donc je suis pas sûr que la série ira jusqu'au bout du light novel, ou alors ça va être une série en 1 milliard de tomes. Mais ce qui est bien apparemment, c'est que du coup, le manga du coup prend son temps et adapte vraiment le light novel quasi chapitre par chapitre. Et change peu de choses. C'est bien parce qu'on pourrait comparer ça typiquement à Spice & Wolf, qui a 17 tomes sur son light novel, et 16 de souvenirs sur le manga. Oh, j'ai honte. Si c'est ça, c'est 16 tomes. C'est 16 tomes de manga pour 17 de light novel. Et qui du coup a skip des chapitres. Et c'est même plus que les chapitres, ça skip carrément des tomes. Alors, Chillin' Life du coup. Alors qu'il n'était qu'un simple marchand, le jeune Banaza est soudain invoqué dans un autre monde en tant que candidat héros au fort potentiel. Cependant, il est rapidement recalé à cause de ses faibles aptitudes et se fait bannir dans une région éloignée. Alors qu'il survit de justesse à une attaque de monstre, il passe au niveau 2 et ses statistiques affichent soudain le symbole infini. Un peu confus par ce changement, Banaza est toutefois bien résolu à continuer de mener une existence tranquille. C'est là qu'il fait la rencontre fatidique d'une fille démon nommée Fenris. Le synopsis va vraiment pas loin. Et ça, c'est un peu triste. Parce qu'en fait, du coup, Fenris, c'est elle qui est une générale du roi des démons de ce monde. On est sur de l'isekai, mais de l'isekai d'un monde de fantasy à un autre monde de fantasy. C'est quand même à noter, parce que c'est assez rare, finalement, dans les publications françaises, du moins, et de ce que j'en sais, c'est que des slice of life isekai qui ont ce plot, il y en a que 2, dont un où on te dit que c'est pas un isekai d'un mec qui se fait isekaiette de notre monde, mais le mec il dit qu'il parle japonais. Bon, peut-être une faiblesse du scénario. Mais donc, cette démon se fait vaincre par le héros, qui est là, et applique son code de conduite de sa race, et elle tombe amoureuse du héros. Et là où on pense que ça va être un isekai classique avec un héros overpowered, qui va juste aller rouler sur le roi démon, là on se retrouve vraiment sur un slice of life vraiment très choupi, de deux personnages finalement qui s'aiment et qui vont s'entourer d'autres personnes pour encore une fois finalement former un peu une famille. Mais il n'y a pas que ça dans ce manga, parce qu'il y a aussi quand même un drama politique entre le royaume des humains et le royaume des démons qui sont en guerre. Et on a donc le groupe des deux protagonistes qui agit finalement comme des médiateurs pour la paix. Et donc on a tout cet aspect géopolitique qui est très très intéressant, je trouve.
en plus de la relation entre les personnages, qui est assez bien amenée. Pareil là, on est encore une fois sur un manga au niveau du trait. Je trouve qu'il est dans les classiques. Il y a de beaux décors, donc c'est un classique plus, je dirais, de ce côté-là. En général, il y a un nouveau personnage qui est introduit à chaque tome, quasi, qui fait un peu avancer le schmilblick, que ce soit des ennemis ou des alliés du héros. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ces tomes 8 et 9 ? Eh ben, je les ai vraiment beaucoup appréciés. On est sur le tome 8, on est sur une fin d'arc. À base de le roi démon a perdu ses pouvoirs et doit faire face au fait qu'il y a des rébellions dans son armée. Et le tome 9, lui, démarre un nouvel arc avec une fille dragon qui est recueillie par le couple et qui doivent retrouver ses origines pour l'aider à vaincre... alors, pas à vaincre une malédiction, mais essayer de trouver une solution à un problème inhérent aux démons de l'univers de Chilling Life, qui est que les démons en fait produisent une enzyme qui est nocive pour les humains, et qui est la raison pour laquelle finalement les humains en veulent à la vie des démons. En plus d'histoires de conquête de territoire, de guerre, etc. Et donc on plonge un peu plus sur sur un gros aspect de l'univers finalement, qui est donc cette enzyme, enzyme, j'appelle ça une enzyme, mais dans le... C'est pas vraiment une enzyme dans l'univers, ils se donnent pas de nom exactement sur le type d'éléments que c'est, qu'ils appellent les démonions, qui est donc cette molécule finalement créée par les démons. Et dont certains sont capables de les contrôler, mais cette fille dragon n'est pas capable de le contrôler. Et donc on a un nouvel arc qui commence, où ils s'en vont en vacances à la neige, pour retrouver une piste finalement sur les ancêtres de cette fille au dragon, qui n'a apparemment plus aucune famille, car ils se sont tous fait tuer. Pareil, c'est une lecture du coup que moi j'apprécie fortement, comme je disais. Le style graphique, c'est du classique. C'est très très drôle, on a beaucoup d'humour dans le manga. La romance est basico-basique, c'est vraiment au tout début, bon les personnages sont ensemble et voilà. Mais ça donne des petits instants mignons, notamment là le Fenris qui se dit « Ah ça y est, je vais enfin avoir un rencard ». Ça bastonne un petit peu, mais pas trop non plus. C'est très très souvent tourné à la rigolade. Et pareil, voilà, c'est un bon petit manga qui, on pourrait dire que c'est un Iyashike. On a une grosse partie qui... En fait, si on retire tout de l'aspect intrigue politique du manga, c'est totalement un Iyashike. Un peu comme à bord de Slime finalement, où toute la partie... Quand je dis Slime, c'est moi quand je me réincarne en Slime. Toute la partie hors conflit politique, agression de pays, etc. Où c'est très la joie, la bonne humeur et on bouffe des trucs bons. Voilà. Donc voilà, Chilling Life, très bon tome 8 et 9. Très hâte d'avoir le tome 10 et 11. Et c'est donc voilà, petite lecture sympathique. Et je ne sais pas s'il est très très populaire ce titre. Alors je vais pas revenir sur Mission is the Apocalypse tout de suite parce qu'on va le faire en review. Mais donc j'ai d'autres lectures de titres que j'avais déjà achetés. Alors ça va être assez expéditif, je l'ai lu hier soir. On a Alice in Kyoto Forest, le tome 1. Alors je devais lire le tome 2 aujourd'hui, c'est une série en 2 tomes, chez Delcourt Tonkam, dans Moonlight, qui est... Alors, j'ai lu le tome 1, ça s'inspire d'Alice au Pays des Merveilles,
c'est un isekai. Mais c'est juste inspiré sur le thème, ça s'arrête là. En fait, on suit Alice, qui est une orpheline recueillie par ses parents. Une orpheline recueillie par ses parents, oui, bien sûr. Qui est une orpheline recueillie par son oncle et sa tante, qui la détestent, surtout son oncle, qui la traite de bonne à rien, qui dit qu'elle coûte de l'argent, qu'elle, à son âge vénérable de 14 ans, elle devrait commencer à travailler pour se payer ses études parce que eux ne le feront pas, etc. Donc c'est vraiment une fille qui est rejetée de sa famille. Voilà, son beau-père finalement. Pas beau-père, mais son oncle. Père adoptif qui lui dit que il va falloir gagner sa vie, qu'il va falloir arrêter de rêver, que l'école c'est pas pour elle, etc. Donc vraiment une grosse vie de merde. On soit d'accord. Mais qui, comme la vraie Alice, de Alice au Pays des Merveilles, adore lire. Et ce sera un élément important de l'intrigue. Elle adore se plonger dans des romans. Et un beau jour, elle se dit que sa seule façon pour pouvoir gagner sa croûte à son âge et finalement un peu s'extirper de la vie de merde que lui réserve son père adoptif, c'est de devenir une Maiko. Et donc elle fait un appel dans une maison de Maiko, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est un terme technique japonais. Et un chauffeur lui dit d'accord, ok, je vais t'emmener à Kyoto, ta ville de naissance, et tu vas devenir une Maiko. Et en arrivant à Kyoto, le chauffeur lui dit qu'elle ne peut pas l'amener plus loin, et lui donne des peluches qui deviendront vivantes une fois qu'elle aura traversé le pont un peu mystique. Et elle va arriver dans un Kyoto qui mélange modernité et tradition, pour reprendre les phrases stéréotypes de YouTube. Un Kyoto qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne reconnaît pas, notamment parce que les bâtiments ne sont pas ceux qui sont dans le Kyoto de nos jours, notamment un temple qui n'est pas au bon endroit, il y a des bâtiments qui n'existent pas, etc. Et en fait, on va découvrir que Alice a changé d'univers. Elle va l'apprendre qu'elle a changé d'univers. Un univers qui est régi par des règles très spécifiques, dans lequel chaque personne a sa place, a un rôle à jouer. Et si la personne ne joue pas son rôle, elle vieillit et est condamnée à mourir. Si elle joue son rôle, elle ne vieillit pas et sera heureuse dans sa vie. Et donc, Alice, qui n'est donc pas destinée dans son cœur à être une Maiko, part en route pour essayer de trouver ce qui lui plaît. Et va faire la rencontre d'une personne qu'elle connaissait, qu'elle avait rencontrée 6 ans auparavant, qui est en fait le prince de ce royaume magique. C'est très 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 dense en termes d'intrigue, mais en même temps, tout passe à la vitesse de l'éclair. Entre le moment où elle commence à vieillir parce qu'elle ne veut pas faire Maiko finalement dans le fond de son cœur, et le moment où elle commence à découvrir sa place, il se passe un chapitre. Le fait d'avoir le prince de ce royaume qui en fait le connaît parce qu'il était à l'époque passé dans son monde à elle, ça pareil, ça se fait en une page. Le fait qu'elle le retrouve à un défilé, pareil, ça en 2 pages. Tout se passe beaucoup trop vite pour moi. Et vu que c'est qu'en 2 tomes, j'ai peur que ce soit un peu expédié. Après, le matériel d'origine pour l'inspiration est plutôt bon. On a des références, ne serait-ce que le prénom de l'héroïne, le lapin blanc, etc. Le fait qu'elle lise beaucoup de romans. Et finalement, peut-être comme le matériel d'origine, que je n'ai pas lu, personnellement, mais peut-être qu'il y a beaucoup d'idées, et c'est un peu un what the fuck complet,
qui se fait super vite et où t'as pas le temps de comprendre l'enchaînement des choses. Mais du coup, c'est assez perturbant. Donc je vais voir avec ce tome 2, que je vais essayer de lire dans la semaine. Ou la semaine encore après, je en ferai sûrement un retour la prochaine fois. Pour voir ce que j'en ai pensé. Mais pour le moment, en fait, j'en garde pas un... Pas un bon... C'est pas un souvenir, mais j'en garde pas un bon avis. Pareil, pour moi, on est dans les classiques du standard du trait actuel. La cover est très très jolie par contre, je trouve. Les colorés sont vraiment cool. Mais voilà, je suis un peu perturbé par la vitesse. Et la générosité en termes d'intrigue du manga. Après, donc voilà, peut-être que c'était voulu. Que c'était dans l'inspiration du matériel d'origine. Voilà. Peut-être que j'en reparlerai avec le tome 2. Peut-être qu'on en reparlera plus tard, parce que c'est pas la seule adaptation de manga de Alice au Pays des Merveilles que j'ai. J'en ai un autre, un titre très très obscur de chez Nobi Nobi, qu'ils faisaient quand ils étaient encore vraiment spécialisés pour les enfants. Donc peut-être qu'on en fera une petite comparaison. Mais voilà. Pas une reco pour le moment. Autre manga sur lequel on est sur une fin d'arc. Seven Time Loop. Alors, je vais pas m'aventurer à lire le titre en complet. Donc l'histoire d'une princesse qui est vouée être mariée et qui au dernier moment se voit être accusée de trahison et fuit pour sauver sa vie, et qui est en fait bloquée dans une boucle temporelle, et qui, le jour de son je ne sais plus combienième anniversaire, à chaque fois se fait assassiner par... alors de souvenir, je sais plus si elle devait être mariée avec cette personne justement au tout départ. Et donc, qui est assassiné par le futur roi de la grosse puissance envahissante et belliqueuse mondiale, qui en quelques années va vraiment envahir tout le monde, être très cruel et imposer son autorité partout dans le monde. Et donc l'héroïne vit des vies en boucle dans lesquelles à chaque fois elle va changer de métier, tout simplement. Dans une de ses vies, elle a été marchande, dans une de ses autres vies, elle a été apothicaire, etc. Et donc là, on est sur sa 7e vie, dans laquelle elle se voit être la future épouse de cette personne qui la tue, et qui est donc là, comme je disais, la personne qui va contrôler un peu l'ensemble des pays dans le futur. Et donc son but... dans cette 7e vie, c'est de réussir à trouver un moyen d'échapper à sa destinée, qui est de mourir, et d'éviter de faire une 8e boucle. Et ce qui est très intéressant dans ce manga, du coup, c'est que, et dans tous les titres un peu de ce genre, c'est que toute l'expérience acquise dans ses vies précédentes, elle va pouvoir l'appliquer. Donc ça fait qu'on a une héroïne qui est très très douée, un peu comme ce que je disais, l'isekai classique Naroke. On est un peu sur ce principe d'héroïne qui sait tout faire. Elle sait faire des potions, elle sait se battre, elle sait négocier avec des marchands, etc. Mais qui va être utilisée de manière, je trouve, très intelligente. Et finalement, elle n'est pas implacable. Et c'est ça qu'on découvre aussi un petit peu ici. C'est qu'elle a quand même des craintes, des peurs, etc. Malgré le fait qu'elle soit très très compétente. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle va retrouver des personnes qu'elle avait vues dans ses autres vies, et donc elle sait comment ils vont réagir, elle va pouvoir avoir l'ascendant sur eux. Notamment dans ce tome-là, on va avoir une négociation avec un marchand, le marchand qui dans une autre vie lui a tout appris, et elle va pouvoir utiliser
des secrets finalement que cache ce marchand pour réussir dans cette vie-là à marchander. On est sur une fin d'arc où on a un complot qui se dévoile, qui s'arrête, avec une petite conclusion sur l'héroïne, le prince futur roi et son frère. Il y a tout un aspect aussi gestion politique, où l'héroïne sait qu'il va falloir... Elle sait en fait ce qu'elle doit entreprendre pour réussir à changer sa destinée. Notamment réussir à sauver le peuple de la famine. Essayer de comprendre un peu plus comment le prince futur roi est devenu si, entre guillemets, machiavélique. Et tout ça, je trouve que c'est intéressant à suivre. Mais j'ai un peu peur pour l'arc qui suit, qui apparemment est dans les tomes 4 et 5, qui sont... Alors, entre guillemets, disponibles. Le tome 4 est disponible, le 5 était en preview à Japan Expo, parce que le tome 5 a un collector. Apparemment, c'est un arc un peu plus creux. Et moi, le sentiment que j'ai eu sur ce tome 3, c'est... D'accord, vous avez fini un arc, mais maintenant, où est-ce que vous allez aller ? Il n'y a pas eu de gros rebondissements, on sait pas vers où on va. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas. Vraiment, il n'y a pas eu d'accroche pour les tomes suivants. Ce qui me perturbe un petit peu. D'autant plus que, voilà, comme je disais, on m'a dit que le tome 4 et 5 étaient un peu plus creux. J'ai un peu peur, mais je trouve que c'est un super titre. Notamment pour les 2 premiers tomes, où on a des superbes doubles pages, pour le coup. Pour le reste du trait, moi j'apprécie beaucoup, parce que c'est très décoré. Moi je trouve que c'est la grosse différence qui prime finalement pour différencier des mangas qui ont un trait très moderne. Tu as ceux où il n'y a que les personnages, et il y a ceux où les décors ont été faits. Et forcément, quand les décors ont été faits, ça donne un peu plus de cachet, je trouve, à l'œuvre. Et ça permet de les comparer, et de les départager finalement. Est-ce que Link sera jouable dans The Legend of Zelda Echoes of Wisdom? Désolé. C'est une bonne question de merde, comme on les aime. Ah bah super. Hop là. C'était pas prévu. Avoir de l'anti-star dans les oreilles. Hop, voilà, je mets une autre playlist. C'était pas prévu. Mais voilà, donc Seven Time Loop, à suivre. Pareil, je refais un retour quand les tomes 4 et 5 seront lus, et donc seront achetés. Pas pour tout de suite, parce qu'en général, je fais des commandes Meian quand j'en ai beaucoup à acheter d'un coup pour avoir les frais de port gratuits. Et pour pouvoir avoir un bon d'achat de 5 € à chaque fois que je fais un achat. Donc la suite, pas pour tout de suite. Et là, la grosse déception sur ma lecture. J'ai lu les tomes 11, 12 et 13 des Carnets de l'apothicaire. Ah, la déception. Alors, j'exagère. Le titre est toujours aussi bon. Donc on suit toujours les aventures de Mao Mao à la cour impériale, qui est donc une apothicaire qui s'est fait un peu enlever de force pour travailler auprès d'une concubine dans le palais de l'empereur, qui est de très très forte inspiration chinoise. C'est toujours aussi beau. Pareil, les traits sont finalement des personnages très basiques, mais c'est bien décoré. Il y a des moments qui sont très très humoristiques et que moi j'adore. Voilà, avec ces petites bouilles comme ça, moi je trouve ça vraiment trop cool. Des intrigues, ça avance bien. Les intrigues sont très différentes. On apprend des choses, c'est cool. Maintenant, j'ai un grave problème sur ma lecture de ces 3 tomes. Donc le tome 11, on finit sur la fin d'une conclusion d'une trame qui, bon, était télégraphiée depuis le début.
où on découvre les raisons de pourquoi, de comment fonctionne le test pour voir si tu es un enfant issu de la lignée royale. Bon, sans spoiler, on s'en doutait dans la fin du tome 10, c'était couru d'avance, il n'y a aucun suspense. Et donc les tomes 12 et 13 avec le fameux passage de la grenouille, pour ceux qui savent, où on en apprend un peu plus sur Jinchi, et où Mao réussit à déjouer une tentative d'assassinat. Pareil, j'ai rien contre l'intrigue finalement, sur l'avancement, pareil. Il y a un passage humoristique, il y a des passages un peu plus sérieux avec l'intrigue. Voilà. Bon, forcément, voilà. Je suis obligé de vous mettre la double page. Voilà, la double page qui a fait jaser sur les réseaux. Et qui du coup va servir en plus de running gag sur tout le tome 13. Que j'ai trouvé très rigolo. Mais alors je vous ai dit, j'ai été déçu. Pourquoi est-ce que je suis déçu? Et bah c'est que rétrospectivement, bah je retiens rien de ce manga. Les intrigues qu'il y avait dans les 10 premiers tomes, je vois à peu près ce qui s'est passé. Mais en même temps, recoller les morceaux dans ma tête, je suis en mode... mais qu'est-ce qui s'est passé? Et bah finalement, ça a pas aidé à avancer tant que ça dans le manga. Et donc, je me suis fait un petit peu cette réflexion de... bah c'est une bonne tranche de vie, quand on est sur des passages tranche de vie. Mais les intrigues, elles sont là, et finalement, ça fait pas trop avancer le schmilblick. C'est... peut-être que je dirais pas ça si je relisais tout d'un coup. Mais ça reste une super série, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Où j'ai pris beaucoup de plaisir à enchaîner les 3 tomes, pour le coup. Mais voilà, peut-être parce que je suis resté un peu sur ma faim, sur les 3 tomes, que je trouvais que ça manquait du pétillant, pour réutiliser ce mot ignoble de marketing. Ça manquait d'impact, de quelque chose, finalement. Qui avait vraiment sur les premiers tomes. Je vais pas en dire plus finalement, parce que j'ai pas grand chose de plus à dire. Bon, ça reste les carnets de l'apothicaire, c'est sûrement le Slice of Life avec Spy X Family le plus connu du moment. Car oui, c'est un Slice of Life, il est bon de le rappeler. Catégorisé comme ça par les éditeurs, notamment au Japon. Et ça se comprend, parce qu'il y a des grosses parties Slice of Life. Voilà, bon, rien d'autre à dire dessus. Bonne lecture, mais... manque la magie du début.